que je t'aime comme un Dieu qui se meurt. Bonjour Marie, d'abord c'est Bonjour, très Thierry. bien de réécouter Mike Brandt, Oui. d'origine israélienne, qui a, me dit-on, qui a travaillé dans un kibbutz. Ah, c'est vrai. Oui, oui, Je oui. ne savais Donc pas. l'intérêt étant de rappeler ce que c'est qu'un kibbutz, Marie. Oui, alors kibbutz, ça veut dire rassemblement en hébreu. Donc, ce sont des communautés mais qui vivent, qui sont au même niveau de vie, qui n'ont pas de salaire. Ce sont les kibbutz qui vont payer les logements, les salaires, les logements, l'école, etc. Et c'est vraiment, ce sont des sociétés communautaires et égalitaires. Voilà, c'est ça, les kibbutz. Donc, on est vraiment dans des sociétés rurales, hein. C'est l'agriculture, c'est le travail de la terre, hein. Et à l'époque, c'était une véritable révolution. C'était un choix aussi de beaucoup d'Israéliens de vivre de cette manière-là. Donc on travaillait pour la collectivité, vraiment, et on vivait. On vivait de cette manière-là. Sur Mais place. l'idée, c'était pas seulement de faire c'était pas une expérience simplement. C'était vraiment de changer un état d'esprit, de créer une société nouvelle et vraiment de créer un modèle social. Bon. Le problème, c'est que dans les années 80, il y a eu le boom économique et donc les kibbutz ont fait faillite. Ils ont vraiment eu beaucoup de mal. Ils n'y arrivaient pas en fait à rembourser leurs dettes et donc ils ont dû trouver une solution. Et la solution, ça a été de privatiser. Et aujourd'hui, en fait, la plupart des kibbutz, figurez-vous, sont privés. Et donc forcément, ça a engendré évidemment beaucoup de changements. Et aujourd'hui, les habitants réclament, on va dire, une autre qualité de vie. Explication, regardez. Nés il y a plus de 100 ans, les kibbutz d'Israël représentent un mode de vie rural unique dont le maître mot est le partage. Le kibbutz devint une institution réputée pour son expérience collectiviste la plus poussée au monde. C'est un idéal socialiste, un peu anarchiste, un peu tolstoïen et agréable. Autrement dit, le truc c'est le travail de la terre. On essaye de vivre en autarcie. En même temps, ce qu'on produit, on le vend à l'extérieur, mais tout l'argent qui revient est redistribué à tous les membres. Les enfants sont séparés de leurs parents et ils dorment tous ensemble, ils ne sont pas élevés par leurs parents qui, eux, travaillent. Et donc, on crée une nouvelle société. Au début, un kibbutz, en gros, c'est simple, c'est des tentes plantées n'importe où dans la caillasse, il n'y a rien. Petit à petit, ils vont grandir, les tentes vont être remplacées par des maisons en bois, les maisons en bois vont être remplacées par des maisons en dur. Mais à la fin des années 70, les kibbutzim connaissent d'importantes difficultés économiques liées à la quasi-disparition des subventions sous le premier gouvernement Likoud. Il a donc fallu se réorganiser. La plupart ont renoncé au partage des biens et dû opter pour le chemin de la privatisation. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait des poules partout. Je sais pas, il y avait 3 000, 10 000, 50 000 poules en kibbutz. Et maintenant, il y a une usine au milieu. Par exemple, il y a des usines qui sont cotées en bourse. Ça rapporte véritablement de l'argent au kibbutz qui lui-même le redistribue. Ça veut dire on rachète des télés HD, des congélateurs et on peut agrandir les maisons. Par exemple, un des kibbutz aujourd'hui fournit 90% de l'acier qui protège les chars américains. C'est-à-dire qu'ils sont monstrueusement riches. Le système collectiviste est abandonné au profit d'un modèle beaucoup plus individualiste. Et pour faire face au manque de fonds, les membres doivent désormais payer une taxe qui contribue au fonctionnement du kibbutz, là où il y a 25 ans, tout était fourni gratuitement. Le kibbutz, s'il reste aujourd'hui, c'est à cause de la qualité de vie. C'est un endroit absolument extraordinaire pour vivre, où on est entouré. Autrement dit, il y a une qualité de vie qu'il n'y a pas ailleurs. Pour certains, le kibbutz est aussi une échappatoire, une bulle où l'on oublie tout. Avec cette dimension communautaire que tous les kibbutz continuent à défendre, écotourisme, yoga, permaculture, une manière de survivre, un esprit babacool. À leur façon, l'esprit des pionniers souffle encore. Alors, est-ce que ça signifie que je peux moi aussi venir dans un kibbutz Oui. Vous n'êtes pas, sans y rester à l'année forcément? Non, tout à fait. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être
juif et de parler l'hébreu pour aller dans un kibbutz. Vous pouvez très bien venir de l'extérieur, déjà en tant que touriste, et puis aussi y participer, aussi avec les autres pendant un temps déterminé, effectivement, oui. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, vous pouvez visiter un kibbutz, hein, c'est permis, et vous avez des très très jolis kibbutz, tout est très bien organisé, vous avez des hôtels aussi tout autour, voilà, donc moi je vous invite à y aller, c'est pas si loin que ça finalement, voilà. Puis c'est sympa, puis c'est une belle évolution, je trouve. C'est une très belle évolution. Ouais. Alors c'est vrai que ça a un petit peu changé hein, depuis, évidemment, mais les mentalités restent quand même on reste quand même dans la communauté. Je voudrais juste dire un petit mot sur le dernier livre de Claude Gutmann, Le Cosaque de la rue Garibaldi, aux éditions Gallimard. En fait, cet auteur, Claude Gutmann, il a vécu dans les kibbutz jusqu'à l'âge de 6 ans. Ensuite, il a été obligé de se séparer de sa mère. Mais voilà, il raconte très très bien son histoire personnelle finalement, et qui aujourd'hui, on peut dire, lui manque beaucoup. Et sa mère vit toujours là-bas d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Et tout ça, c'est avec notre magazine Géo, notre partenaire. Voilà, je cherchais le mot. Voici la revue de presse de Frédéric Vian.